Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. La conférence de ce soir va être donnée par Daniel Forcier, qui est professeur de physique au Cégep. Le titre de sa conférence, c'est la théorie de la relativité restreinte de la vitesse de la lumière au continuum espace-temps. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est les Sceptiques du Québec, un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique, puis on fait ça par des conférences comme ce soir. La plupart de nos conférences sont enregistrées et sont accessibles sur notre site web. On publie aussi une revue, le Québec sceptique. Alors, Daniel est professeur de physique et d'astronomie au Collège Lionel Groulx. Il a une maîtrise en astrophysique et un baccalauréat en physique. Il est passionné de connaissances, des théories scientifiques, toutes disciplines confondues. Il s'intéresse aussi aux implications philosophiques des théories scientifiques et à la démarche scientifique elle-même. Et il a été conférencier et auteur de plusieurs textes. Il a donné des conférences et participé à quelques émissions de télévision et de radio qui traitent de différents sujets scientifiques. Il est impliqué depuis longtemps dans l'Association des sceptiques du Québec. Il a été membre du conseil d'administration en 2022 jusqu'en 2024 et peut-être aussi avant. Fait que Daniel, tu nous spécifieras de ça tantôt. Il est auteur d'articles dans le Québec sceptique, 17 articles dans la revue, incluant 3 articles sur la physique quantique dans les numéros 112 à 114. Il a écrit aussi 23 comptes rendus de conférences entre 2003 et 2005. Alors, c'est quasiment la moitié des comptes rendus des conférences qui ont eu lieu dans ces 2-3 années-là. Il a donné 3 conférences pour les sceptiques du Québec en 2007, 2 sur la mécanique quantique. En 2003, entre l'humain et la réalité, la double problématique de la quête de la vérité. Alors, je laisse la parole à Daniel. Donc, Einstein nous a proposé deux théories de la relativité restreinte en 1905, qui sera le sujet de la présente conférence, et la relativité générale en 1915, qui va aller au-delà et qui va nous parler de la courbure de l'espace-temps, de l'expansion de l'espace, etc. Donc, à gauche, on a une photo qui date soit de 1904 ou 1905, et à droite, c'est peut-être une photo célèbre d'Einstein qui nous fait la grimace, donc qui a été prise plus tard. Donc, ça, c'est le plan de la conférence. Moi, mon but, c'est de vous présenter la première partie de la vitesse de la lumière au continuum espace-temps. On va traiter des différents sujets qui sont là, donc principe de relativité, la vitesse de la lumière, qui pose un problème qui va mener au fondement de la relativité restreinte, les deux postulats, et quelques autres détails, vitesse limite, le fait que le temps et l'espace sont relatifs, ce sera les points 5, 6, 7, et on va terminer avec le continuum espace-temps. Et selon l'heure qu'il sera et le temps qu'il nous restera ou pas, il y aurait une deuxième partie potentielle pour compléter sur la fameuse équation E égale mc2. Voilà, donc, je viens de rater mon gag. Alors, je voulais dire, qui a énoncé le principe de relativité? Alors, bien sûr, c'est Galilée. Donc, le mot relativité est associé, bien sûr, à Einstein, mais le principe de relativité est beaucoup plus ancien. Et si je l'énonce dans mes mots à moi, en 1632, Galilée nous dira que le mouvement est une chose qui est relative et non pas absolue. C'est-à-dire que, et là, j'ai les images que je vais vous montrer qui sont en couleur proviennent de l'Internet. J'ai les sources dans une page à la fin de mon texte. Donc, c'est-à-dire que en haut à gauche, on peut parler du mouvement d'une voiture par rapport au sol, mais comme le mouvement est une chose relative, on peut aussi bien dire que c'est le sol qui recule par rapport à la voiture. Et c'est moins intuitif comme point de vue. Et alors, si notre cerveau a de la difficulté à dire oui, c'est le sol qui se déplace par rapport à la voiture, on peut se demander, est-ce que la Terre est immobile dans l'univers? Ah, ça vient recadrer les choses. La Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, qui lui-même est en révolution autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée, qui elle-même est en mouvement par rapport à la centaine ou 200 milliards et quelques de galaxies de la partie observable de l'univers. Alors, qu'est-ce qui est absolument au repos, immobile d'une manière absolue ou en mouvement d'une manière absolue dans l'univers? Et bien, voilà, rien. Donc, il n'y a pas de notion d'immobilité ou de mouvement absolu. Tout est relatif. On peut dire qu'un objet est immobile ou en mouvement
seulement si on le compare à un autre objet. D'accord, donc ça vient de Galilée, 1632. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard qui va mener à la théorie de la relativité restreinte en 1905? Donc, entre-temps, il y a un certain James Clerk Maxwell, qu'on surnomme parfois le Newton de l'électromagnétisme, qui, dans les années 1800, va rassembler les connaissances qui ont été développées sur l'électricité et le magnétisme, révélant entre autres une interdépendance entre ces deux domaines de la physique qui, depuis, n'en constituent qu'un seul, l'électromagnétisme, équation nommée depuis, donc, équation de Maxwell. D'accord, mais encore. Alors, les équations de Maxwell prédisent que les champs électriques et magnétiques se propagent sous la forme d'ondes. OK, là, ça a l'air un petit peu compliqué, un petit peu technique, tout ça, donc je vais juste au grand principe sans entrer dans tous les détails. La figure qui provient de l'Internet montre une onde électromagnétique. Donc, à la verticale, d'une couleur gris-pourpre, on aurait un champ électrique qui oscille et en brun à l'horizontale, un champ magnétique. Les deux champs oscillent d'une manière synchronisée et se propagent ensemble. D'accord? Et ce qu'on découvre avec les équations de Maxwell, c'est que ces ondes dites électromagnétiques se propagent à une vitesse qui était déjà connue à l'époque, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Donc, vous avez la valeur actuelle définie de la vitesse de la lumière encadrée devant vous. On l'arrondit habituellement à 300 000 km, pas à l'heure, mais à la seconde. Donc, depuis, on sait que la lumière est une onde électromagnétique et donc l'optique, l'étude de la lumière et l'électromagnétisme, en fait, c'est deux domaines interdépendants, unifiés en physique. Alors, quel est le problème avec la vitesse de la lumière? Alors, dans le deuxième encadré, vous avez la lettre C minuscule qui vient du latin celeritas, qui veut dire rapide, qui est le symbole qu'on utilise en physique pour représenter la vitesse de la lumière. Donc, C égale 1 sur, racine carrée de mu0, epsilon 0, qui sont des constantes du magnétisme et de l'électricité, peu importe les détails. C'est quoi le problème? C'est que d'après cette équation, la vitesse de la lumière n'est pas relative, contrairement au principe de relativité de Galilée, selon qui l'immobilité et le mouvement sont des choses relatives. Mais non, là, on a une vitesse qui serait absolue et qui devient une constante fondamentale de la physique. Et qu'est-ce que ça signifie? Petit exemple. Donc, pour la suite, quand vous aurez des dessins comme ça en noir et blanc, très simplistes, c'est moi-même qui les ai dessinés, donc je n'aurai pas besoin de présenter des sources pour ces dessins. Donc, petit exemple. En haut, je vais utiliser les lettres A et B pour désigner deux voitures, la lettre C majuscule pour désigner le sol. Donc, si la voiture A se déplace par rapport au sol à 90 km à l'heure et la voiture B à 110 km à l'heure, on imagine que nous sommes à bord de la voiture A, la voiture B nous dépasse. Eh bien, par rapport à nous, quelle est la vitesse relative de la voiture B? Autrement dit, si la voiture A était une voiture de police munie d'un radar, quelle vitesse le radar de la voiture A mesurerait-il avec la voiture B? Bien, ce serait la différence, 110,90. Donc, à bord de la voiture A, on dirait la voiture B se déplace à 20 km à l'heure par rapport à nous. Nous nous déplaçons à 90 km à l'heure par rapport au sol. Donc, la voiture B se déplace à 110 km à l'heure par rapport au sol. Quelle est la vraie vitesse de la voiture B? 20 km à l'heure ou 110 km à l'heure? Et on revient à Galilée. Il n'y a pas de réponse. La vitesse est relative. Cela dépend par rapport à quoi on compare la voiture B. Est-ce qu'on la compare à la voiture A ou au sol? Et selon l'objet qu'on utilise comme référence, on obtient une réponse différente. La vitesse est relative. Elle n'est pas un concept absolu. Jusqu'ici, tout devrait bien aller. Maintenant, remplaçons dans l'image du bas la voiture A par un faisceau lumineux. À quelle vitesse le faisceau lumineux se déplace-t-il? Bien, à la vitesse de la lumière, me direz-vous. Mais bien sûr, d'accord. Alors, supposons que la voiture B se déplace à 60% de la vitesse de la lumière par rapport au sol. Le faisceau lumineux plus rapide va dépasser la voiture B. Si vous êtes le pilote de la voiture B, par rapport à vous, à quelle vitesse voyez-vous le faisceau lumineux vous dépasser? Vous êtes à 60% de la vitesse de la lumière par rapport au sol. Donc, par rapport à vous, le faisceau lumineux vous dépasserait une vitesse relative de 40.
de la vitesse de la lumière. Mais non, la lumière se déplace toujours à la vitesse de la lumière, 100% de la vitesse de la lumière. OK. Amusons-nous. Admettons que la voiture B se déplace à 99% de la vitesse de la lumière par rapport au sol. Par rapport à la voiture B, le faisceau lumineux la dépasse à quelle vitesse relative? 1% de la vitesse de la lumière? Mais non, à la vitesse de la lumière. C'est toujours 100% de la vitesse de la lumière. Et là, si la voiture B s'arrête par rapport au sol, par rapport à la voiture B, le faisceau lumineux voyage toujours à la vitesse de la lumière. Tout ceci nous amène à l'élément suivant. Voilà. Alors, arrive maintenant Einstein en 1905 avec la théorie de la relativité restreinte qui nous dit, en gros, le comportement de la lumière, sa vitesse étant une constante fondamentale de la physique plutôt qu'une valeur relative, ce comportement fort étrange de la lumière, eh bien, finalement, il faut l'accepter pour ce qu'il est et réécrire les lois de la physique sur cette base. Rien de moins. Bon, évidemment, cette réécriture des lois de la physique doit se faire en continuité avec ce qui était déjà connu à l'époque et validé, notamment la théorie de Newton pour le mouvement et la gravité, les équations de Maxwell. Bon, il faut s'inscrire en continuité, évidemment, avec ce qui a déjà été établi. Alors, cette nouvelle théorie qu'il nous propose en 1905 est fondée sur deux postulats, deux suppositions de départ à partir desquelles on déduit les conséquences. Un, les lois de la physique doivent être universelles, elles doivent être les mêmes pour tout le monde. Elles ne seront pas relatives. Et deux, la vitesse de la lumière dans le vide sera elle aussi absolue, la même pour tous les observateurs, elle ne sera pas relative. Donc, juste petite parenthèse, parfois on entend dire que tout est relatif. Ah ben non. Et d'ailleurs, ce que l'on voit ironiquement, c'est que les deux postulats, les deux principes sur lesquels toute la théorie de la relativité se fonde, sont deux principes énonçant des choses qui sont absolues et non pas relatives. Bon, je vous laisserai en discuter entre vous plus tard si vous le souhaitez. Poursuivons. De vitesse absolue ou universelle, c'est ce qu'on vient de présenter, à un nouveau concept, celui d'une vitesse limite. Rien ne peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière. C'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Alors, ce n'est pas ici une limite de technologie. Par exemple, il y a peut-être un siècle, quand on a développé l'aviation, on pouvait dire qu'il serait impossible de voyager plus vite que le son. Mais aujourd'hui, nous avions des avons, vous m'avez compris, supersoniques. Alors, quand on dit aujourd'hui qu'il sera impossible de voyager plus vite que la vitesse de la lumière, est-ce qu'on répète la même erreur de raisonnement? Non, parce que ce n'est pas la même chose. Dans le cas de la vitesse du son, c'était une limite technologique et il y a un siècle, on croyait qu'on n'aurait jamais une technologie nous permettant d'aller plus vite que le son. Dans le cas de la lumière, le problème n'est pas la technologie, mais les lois de la physique, la façon même dont le monde réel est construit. Dans cet exemple, vous avez à gauche un observateur A qui tient une lampe de poche et il a émis un faisceau lumineux L. Vous avez un coureur B qui tente de rattraper le faisceau lumineux et la petite flèche blanche nous indique à quelle vitesse B se déplace par rapport à A. Pardon. Alors, si nous reprenons l'exemple des voitures A et B et qu'on remplace la voiture B par le coureur, bien, dans le fond, peu importe à quelle vitesse le coureur B court par rapport au sol, par rapport à lui, ce coureur voit le faisceau lumineux s'éloigner de lui toujours à la même vitesse. Qu'il marche à 5 km à l'heure, qu'il court à 10 km à l'heure, ou s'il prend ses épinards à l'instar de Popeye, qu'il court à 50% de la vitesse de la lumière par rapport au sol, par rapport à lui, le faisceau lumineux s'éloigne toujours à la même vitesse. À quelle vitesse? La vitesse de la lumière? Oui, c'est une bonne réponse. Et finalement, le coureur B pourrait se décourager, s'asseoir par terre et pleurer. Et le faisceau lumineux s'éloigne toujours à la même vitesse, celle de la lumière. Est-ce à dire que le faisceau lumineux, il est malicieux, il fait exprès et va suivre toutes les accélérations et décélérations du coureur B
pour maintenir toujours la même vitesse par rapport au coureur B, eh bien, demandons le point de vue de l'observateur A, et il nous dira, mais non, par rapport à moi, la vitesse du faisceau lumineux, elle est constante et toujours la même, ben, la vitesse de la lumière. OK, donc, ceci implique que parce que le faisceau lumineux s'éloigne toujours à la même vitesse du coureur B, il est impossible au coureur B de rattraper le faisceau lumineux. Même si le coureur B accélère par rapport au sol, la lumière s'éloigne de lui toujours à la même vitesse. Il ne peut jamais rattraper le faisceau lumineux. Du point de vue de l'observateur A, celui-ci constate qu'il est impossible au coureur B de rattraper le faisceau lumineux. Or, par rapport au coureur A, le faisceau lumineux voyage à la vitesse de la lumière aussi, et donc A déduit qu'il est impossible au coureur B d'atteindre ou de dépasser la vitesse de la lumière. Donc, voilà le fait que la vitesse de la lumière soit une vitesse universelle, absolue, une constante de la physique, entraîne d'une manière logique et nécessaire qu'il s'agit d'une vitesse limite impossible à atteindre ou à dépasser. Et maintenant, 3 conséquences du caractère universel, absolu, constant de la vitesse de la lumière. La première conséquence concerne le temps, la dilatation du temps. Alors, j'ai mes petites figures que j'ai développées et j'espère qu'elles ne seront pas trop compliquées. Alors, vous avez en bas une plateforme avec un observateur A qui possède 2 horloges nommées HA, horloge de A, 1 et 2. Au-dessus, vous avez un observateur B à bord de sa fusée, en dessous de laquelle est fixée HB, l'horloge de B. Et sur le dessus de la fusée est fixé un système identifié comme étant HL, pour horloge à lumière. L'expérience et la hauteur de l'horloge à lumière, c'est une distance D de 100 mètres dans notre exemple. Bon, l'expérience que nous allons faire est très simple. Il y a un événement E1, où la base de l'horloge à lumière va émettre un faisceau lumineux vers le haut. Au sommet de l'horloge à lumière, il y a un miroir qui va réfléchir le faisceau lumineux. L'événement 2, c'est lorsque le faisceau réfléchi revient à la base de HL. Et le but de l'expérience est de mesurer le temps que ce faisceau prend pour faire l'aller-retour, donc entre les événements 1 et 2. D'abord, selon le point de vue de l'observateur B, et ensuite, selon le point de vue de l'observateur A. Le principe de relativité de Galilée est toujours valide avec Einstein, sauf dans le cas de la lumière. Donc, selon la relativité restreinte, toutes les vitesses sont relatives, à l'exception de la vitesse de la lumière. Alors ici, en haut à droite, j'ai VBA, la vitesse de B par rapport à A vers la droite, qui vaut 0,6 C, c'est-à-dire 60% de la vitesse de la lumière vers la droite. Et donc, en bas à gauche, réciproquement, la vitesse de A mesurée par B est l'inverse, donc moins 60% de la vitesse de la lumière, donc vers la gauche. Autrement dit, la vitesse de B par rapport à A ou la vitesse de A par rapport à B, c'est la même vitesse relative, mais dans des directions contraires. Encore une fois, la vitesse étant relative, on peut prendre n'importe quel objet comme repère et mesurer les vitesses des autres objets par rapport à notre repère. Donc, on va jouer entre A et B pour les repères. Le point de vue de B ici est le plus simple. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les détails. Il y en a plus dans mes fiches que ce que je vais présenter. Bref, combien de temps faut-il pour parcourir 200 mètres sur l'aller-retour à la vitesse de la lumière? On peut faire un calcul très simple qui donne 667 ns, nanosecondes, nanomilliardième, donc 667 milliardièmes de seconde. Donc, lors de l'événement 1, le temps indiqué par l'horloge de B était de 0. Et lors de l'événement 2, à la fin, l'horloge de B a avancé un peu pour donner un temps final de 667 nanosecondes. Donc, bon, laissons tomber les détails plus techniques. Alors, on pourrait se demander, du point de vue de A, quelle sera la durée de la même expérience? Et notre expérience de la vie de tous les jours et notre intuition nous dirait que ça sera le même temps, 667 nanosecondes.
Et là, ben, le présent contexte vous fait deviner que ce ne sera pas cela la bonne réponse. OK, là, j'ai mal à la tête, franchement. C'est moi qui ai dessiné ça. Aïe, aïe. OK, donc, blague à part, ce n'est pas aussi compliqué que ça peut en avoir l'air. OK, donc, en bas, vous avez la plateforme de A, l'observateur A et les deux horloges HA1, HA2. Ça, c'est la partie du bas. Au milieu, vous avez la fusée de B à 3 instants différents. À gauche, lors de l'événement initial. Donc, si vous regardez en haut, vous avez l'événement E1, le moment où le faisceau lumineux est émis. La deuxième image de B au milieu de ma figure, c'est lorsque, si vous suivez les flèches noires en caractère gras, le faisceau lumineux atteint le sommet de l'horloge à lumière, le miroir, et se réfléchit. Et la troisième image de la fusée de B à droite est l'instant final, l'événement 2, lorsque le faisceau lumineux réfléchi revient sur la base. Donc, vous avez le système de B à l'instant initial, à l'instant milieu, à l'instant final. Et de l'instant initial à l'instant final, comme on l'a indiqué, l'horloge de B indique initialement 0 nanosecondes et à la fin 667 nanosecondes. Dans cette expérience, les horloges de A, initialement, vont indiquer toutes les deux le temps de 0 nanosecondes et à la fin, un temps plus grand de 833 nanosecondes. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas les valeurs numériques, c'est le fait que l'observateur A va avoir enregistré un temps plus long que l'observateur B. Et donc, pour deux observateurs qui sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, la durée d'une même expérience varie. Pour l'un, l'expérience dure moins longtemps que pour l'autre. Cessez de nous faire attendre, Monsieur Daniel. Expliquez-nous pourquoi il en est ainsi. Oui, excusez-moi, j'étais en train d'oublier l'explication. Ça m'arrive, je suis un peu distrait parfois. OK. Donc, en fait, si on résume tout ça à l'approche la plus simple, l'explication, elle est extrêmement simple. Pour l'observateur B, le faisceau lumineux a franchi une distance égale à 2 fois D, c'est-à-dire 2 fois la hauteur de l'horloge à la verticale. Retenons ça. Pour l'observateur A, en raison du mouvement de l'horloge à lumière par rapport à l'observateur A, en même temps que le faisceau lumineux fait l'horloge à lumière se déplace vers la droite. Donc, le mouvement étant une chose relative, par rapport à l'observateur A, la lumière s'est déplacée en diagonale. Elle a fait l'aller-retour à la verticale, comme pour l'observateur B, ce à quoi s'ajoute le mouvement de la fusée de B vers la droite. Résultat, combinons un mouvement vertical et un mouvement horizontal. Pour A, la lumière s'est déplacée en diagonale. La longueur totale de la trajectoire de la lumière, selon A, c'est 2 fois L en diagonale. La diagonale est plus longue que la verticale. Donc, selon l'observateur A, le faisceau lumineux a parcouru une distance plus grande en diagonale, alors que pour l'observateur B, elle a parcouru une distance plus courte à la verticale, entre les événements 1 et 2. Quelle est la vitesse de la lumière par rapport à B? Quelle est la vitesse de la lumière par rapport à A? La vitesse de la lumière, monsieur? C'est une bonne réponse. Donc, du point de vue de A, la lumière voyage à la même vitesse, mais elle parcourt une distance plus grande en diagonale. Donc, il lui faut plus de temps. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc, c'est avec ce genre de petite expérience de pensée qu'on démontre que l'écoulement du temps est une chose relative qui varie entre deux observateurs qui sont en mouvement, l'un par rapport à l'autre. Donc, on laisse tomber certains détails. Point numéro 6, la contraction des longueurs. Donc, après avoir démontré le fait que la vitesse de la lumière soit une constante, qu'elle soit universelle, entraîne nécessairement le caractère relatif du temps. C'est ce que dont je viens de faire la démonstration. Maintenant, on va enchaîner et dire que la suite logique de tout ça, c'est que l'espace, comme le temps, est lui aussi relatif. Donc, on reprend les mêmes éléments d'expérience précédente, exactement toutes les mêmes données, sauf que pour simplifier, nous enlevons l'horloge à lumière.
Alors, dans le fond, ici, je vais commencer par le dessin du bas. Oui, on va faire ça. OK. Donc, vous avez la fusée de B et vous avez le système de A. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la flèche vers la gauche, la vitesse de A par rapport à B qui est vers la gauche. Ici, l'événement initial consisterait au moment où l'horloge HA1 en mouvement vers la gauche, nous parlons du point de vue de B, vient s'aligner avec l'horloge HB. Et l'événement final, ce serait quand l'horloge HA2, en mouvement vers la gauche, vient à son tour s'aligner vers HP. Selon B, il s'est écoulé 667 nanosecondes, selon les données précédentes. Alors là, on peut faire un petit calcul, sachant que la vitesse relative entre les deux observateurs est de 60 de la vitesse de la lumière. Là, il manquerait un C pour le VAB, ça devrait être moins 0,6 C, il manque un C. À 60 de la vitesse de la lumière, quelle distance franchit-on en 667 nanosecondes? Le calcul nous donne 120 mètres. Donc, LAB, ça veut dire la longueur de la plateforme de A, telle que mesurée par l'observateur B, 120 mètres parcourus en 667 nanosecondes. Oui, mais monsieur, oui, parce que pour A, le temps est plus long, 833 nanosecondes. Merci d'aborder la question. Alors, puisque vous en parlez, allons-y. Donc, maintenant, nous avons le point de vue de A. On reprend exactement tous les mêmes paramètres, sauf que la durée du déplacement est plus longue, 833 nanosecondes. À la même vitesse relative, 60 de la vitesse de la lumière, eh bien, en un intervalle de temps plus long, on franchit une distance plus grande. Et le calcul nous donne 150 mètres en 833 nanosecondes. Donc, LAA, c'est la longueur toujours de la plateforme de A, mais telle que mesurée par A lui-même. Donc, selon A, la distance entre ces deux horloges est de 150 mètres, alors que pour B, elle était de 120 mètres. D'où le nom du phénomène, la contraction des longueurs. Par rapport à l'observateur A, la plateforme est au repos, mais par rapport à l'observateur B, la plateforme est en mouvement vers la gauche. La contraction des longueurs nous dit que lorsqu'un objet est en mouvement par rapport à un observateur, sa longueur est contractée et plus la vitesse relative est grande, plus le phénomène est amplifié. Donc, notez que si je reviens au dessin du haut, regardez bien la fusée de B maintenant. Ça, c'est le point de vue de B. Et regardez la fusée de B maintenant. Selon le point de vue de A, c'est la fusée de B qui est en mouvement. Donc, selon A, c'est la longueur de la fusée de B qui est contractée. La longueur de sa plateforme est normale. Alors que selon B, par rapport à lui, c'est la plateforme qui est en mouvement et dont la longueur est contractée. Mais par rapport à B, c'est sa fusée dont la longueur est normale. L'espace est relatif. Ça dépend qui mesure quoi. Là, il faut que je regarde le temps parce que je ne veux pas dépasser. Oui, OK. On va passer par-dessus les détails. Ce qui nous amène au prochain point, la relativité de la simultanéité et de la chronologie. Et petit avertissement, ceci sera le point de vue le plus contre-intuitif. Donc, brièvement, on va aux points principaux. La simultanéité, c'est l'ensemble des événements qui se produisent au même instant, comme mes deux claquements de doigts. Et s'ils ne sont pas simultanés, ça donne ceci. Et quand les événements ne sont pas simultanés, on va parler de la chronologie, l'ordre temporel dans lequel les événements se succèdent. Bon, peu importe les autres détails. Ceci devient relatif. OK. Donc, on reprend avec d'autres figures. J'agrandis. À nouveau, là, il y a des détails sur lesquels je ne m'attarderai pas durant la conférence. Donc, mise en situation, on va seulement regarder les points principaux. En bas, vous avez une plateforme avec un observateur nommé A au centre qui détient deux lampes de poche à l'aide desquelles il va émettre deux faisceaux lumineux. LG, lumière, faisceau lumineux vers la gauche, LD, vers la droite. Aux deux extrémités de sa plateforme, il y a des bombes, à gauche, à droite, BG, BD. Et l'événement 0, c'est le moment où l'observateur A émet les deux faisceaux lumineux simultanément vers la gauche, vers la droite. Vous avez ensuite deux observateurs qui vont observer l'expérience. B à bord de sa fusée en mouvement vers la droite,
notez que la longueur de la fusée de B est contractée selon le point de vue de A. Et de même, un observateur C en mouvement vers la gauche par rapport à A. L'observateur A se tient en plein milieu de sa plateforme. Donc, les faisceaux lumineux vont parcourir des déplacements, bon, delta X, déplacement, de même longueur vers la gauche et vers la droite, puisque A est à mi-chemin entre les deux bombes, deux déplacements de même grandeur, à la même vitesse, la vitesse de la lumière. Donc, les deux faisceaux lumineux atteignent leur bombe simultanément, ce qui déclenche les détonateurs et les explosions simultanément. Les explosions sont désignées comme des événements de gauche et de droite. Par rapport à A, ces deux événements se produisent en même temps, simultanément. Ce que nous allons voir, c'est que la simultanéité étant relative, ces événements ne seront pas simultanés ni pour B ni pour C. Bon, on va y aller comme ça va aller plus vite. Ou pas. Non, excusez-moi. Je vais... OK. B. Oui, c'est ça que je voulais. Désolé. On revient. Donc, on reprend. Exactement la même petite expérience imaginaire. Sauf que maintenant, nous allons représenter le point de vue de l'observateur B. Donc maintenant, nous allons considérer que la fusée de B est immobile. Dans la figure, la longueur n'est pas contractée. Par rapport à B, c'est le système de A qui est en mouvement vers la gauche. Donc maintenant, c'est la longueur du système de A qui est contractée. Selon le point de vue de B, l'événement E0 est le même que pour A. Les deux faisceaux lumineux gauche-droite sont émis simultanément. Mais, selon B, le système de A est en mouvement vers la gauche. Alors, regardez bien la ligne pointillée verticale qui nous montre que dans la suite de figures, B est toujours au même endroit parce que selon son propre point de vue, B demeure immobile par rapport à lui-même. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que pendant que les faisceaux lumineux se dirigent vers les bombes, la plateforme de A se déplace vers la gauche, de sorte que la bombe de gauche est en mouvement, excusez-moi, la bombe de droite est en mouvement vers la gauche et vient rattraper le faisceau lumineux de droite qui aura effectué un déplacement plus court. Pendant ce temps-là, la bombe de gauche s'éloigne de son faisceau lumineux. Donc, le faisceau lumineux de droite atteint sa bombe en premier. L'événement de droite, l'explosion de la bombe de droite, survient en premier. La bombe de gauche continue de s'éloigner de son faisceau lumineux, mais le faisceau lumineux étant plus rapide, il se rapproche de plus en plus et finit par atteindre la bombe de gauche qui explose à son tour. Lorsque les deux explosions étaient simultanées pour A, par rapport à B, sachant qu'il y a un mouvement relatif entre A et B, ces deux événements ne sont pas simultanés. Et pour le dire d'une manière simpliste, l'événement qui se situe vers l'avant du mouvement de B, je tourne les coins ronds un peu dans ma formulation, c'est juste pour simplifier, B s'en va vers la droite, donc l'événement qui se situe vers l'avant pour B, vers la droite, se produit en premier. L'événement qui se situe vers l'arrière pour B, vers la gauche, se produit en deuxième. Nous allons maintenant examiner le point de vue de l'observateur C, et c'est exactement le même raisonnement que nous allons faire, sauf que par rapport à A, C s'en va vers la gauche, donc entre B et C, la direction du mouvement relatif est inversée. C. Donc, je vais passer rapidement parce que c'est à nouveau, c'est exactement le même raisonnement qu'on reprend maintenant que ce qu'on faisait par rapport à B, à la fiche précédente, l'image précédente, sauf que maintenant, selon C, le mouvement de la plateforme de A est vers la droite plutôt que vers la gauche. Alors, ça vient tout changer parce que selon C, c'est maintenant la bombe de gauche en mouvement vers la droite qui vient rattraper son faisceau lumineux et qui va exploser en premier. Pendant ce temps, la bombe de droite s'éloigne de son faisceau lumineux. Donc, le faisceau lumineux de droite, selon C, devra franchir une distance plus grande avant d'atteindre sa bombe qui finira par exploser. Donc,
Nous avons démontré non seulement que la simultanéité est relative. Pour A, les deux bombes explosent simultanément, mais ni pour B, ni pour C. Pour B et C, on va parler de la chronologie. Quelle bombe explose en premier, quelle bombe explose en deuxième. Et là, ce qu'on voit, c'est que la chronologie elle-même est relative. Pour B, la bombe de droite explose en premier. Pour C, c'est la bombe de gauche qui explose en premier. Oui, moi aussi, j'étais en train de penser au petit singe de tout à l'heure qui avait l'air tout étonné. C'est à peu près ça. Alors, relativité de la simultanéité de la chronologie, c'est peut-être ce qui est le plus contre-intuitif en relativité restreinte. Sans entrer dans tout le texte qui est écrit, je mentionne, très important, que ce que je viens de vous montrer concerne des événements qui ne peuvent pas être liés par une relation de cause à effet. L'explosion de la bombe de gauche n'a pas causé l'explosion de la bombe de droite ou vice-versa. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Lorsqu'il y a, ça c'est le deuxième encadré gris, lorsqu'il y a effectivement une relation de cause à effet, on aurait un raisonnement plus subtil que je ne présenterai pas, mais juste pour mentionner que alors, il n'y aura pas de relativité de la simultanéité ou de la chronologie. Premièrement, lorsqu'un événement est une cause, par exemple, un joueur de baseball lance une balle ici et maintenant, et qu'un autre événement est un effet. Par exemple, un deuxième joueur de baseball attrape la balle là-bas et plus tard. Cause, effet. Ces deux événements ne peuvent jamais être simultanés et leur chronologie est absolue. La cause a toujours lieu en premier et l'effet plus tard. Ce qui sera relatif, c'est la distance entre les événements cause et effet, la distance entre les deux joueurs dans mon exemple, et l'intervalle de temps qui s'écoule de la cause à l'effet. Ça, ce sera relatif, mais la séquence des événements cause d'abord, effet ensuite est absolue, en conformité avec les lois de la physique qui impliquent des relations de cause à effet. Et point culminant de la première partie, le continuum espace-temps à 4 dimensions, ou le contenant unifié. Donc, moi, j'aime bien utiliser l'expression le contenant de l'univers pour parler de l'espace et du temps, et je vais utiliser l'expression le contenu pour parler de la matière et de l'énergie. Ici, c'est le contenant qui nous intéresse. Donc, on va développer le tout. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression. Là, je ne sais pas si on voit quand je fais du surlignage ou pas. Donc, je ne vais pas me casser la tête au cas où ça n'apparaîtrait qu'à mon écran et pas au vôtre. On voit bien le surlignage, Daniel. Oui. Tu dis que tu le vois? Oui, on le voit bien. Ah, excellent. Parfait. Merci, Michel. Alors, vous avez peut-être déjà entendu l'expression le continuum espace-temps à 4 dimensions. Le temps est la 4e dimension de la réalité physique. Alors, qu'est-ce que tout ceci signifie? On va le lire tout de suite ensemble et on va expliquer un peu. Ceci signifie que tous les instants, passés, présents et futurs, coexistent en quelque sorte simultanément, comme si l'existence entière du continuum espace-temps était un super instant unique, généralisé, sans durée, qui inclut tous les instants au sens habituel du terme. OK. Donc, en relativité restreinte, notamment en considérant le caractère relatif à la fois du temps et de l'espace, Einstein met le temps et l'espace sur un pied d'égalité. Le temps et l'espace doivent être traités en physique de la même manière. Or, depuis très longtemps, on parle des 3 dimensions de l'espace, qu'on pourrait exprimer comme étant la longueur, la largeur, la hauteur. Qu'est-ce que l'expression dimension au sens spatial signifie? Eh bien, le long d'une dimension de l'espace, par exemple, si vous tenez un bâton dans vos mains, bien, tous les points situés le long du bâton coexistent simultanément. Donc, tous les points situés le long d'une même rue, d'une même longueur, coexistent simultanément ensemble. Alors là, on transpose cette idée au temps. Le temps est mis sur un pied d'égalité avec l'espace. Le temps devient une dimension comme les 3 dimensions de l'espace. Donc, en guillemets, tous les points situés le long de la dimension du temps, de la ligne du temps, coexistent en quelque sorte simultanément en un seul et unique super instant généralisé.
Donc, on pourrait dire que c'est comme si le continuum espace-temps existe tout court, mais sans évoluer, parce que son existence entière, tout est contenu en un super et unique super instant. Par contre, dans la vie de tous les jours et même dans le contexte de la physique, on va souvent traiter l'espace et le temps séparément, dans lequel cas il demeure légitime de parler de l'écoulement du temps, comme si les instants se succédaient les uns après les autres, plutôt que de coexister simultanément. Bon, alors, on va illustrer ça avec la mise en situation suivante. Vous avez un observateur A sur sa planète, des observateurs B et C, chacun à bord de leur fusée, avec des mouvements relatifs vers la droite pour B, vers la gauche pour C. Et on va considérer deux événements à gauche, à droite, qui sont deux supernovae, deux explosions d'étoiles. OK. Mise en situation. Ceci est un cube d'espace-temps. Donc, dans cette image, la ligne verticale représente l'écoulement du temps et chaque tranche horizontale en gris représente symboliquement la totalité de l'espace à un instant donné. Donc, dans chaque tranche d'espace grise, tout ce qui s'y trouve se produit simultanément. Donc, dans l'image du bas, on voit A sur sa planète, B et C dans leur fusée. On ne va pas regarder tous les détails. Sur la tranche d'espace du centre, les fusées B et C vont se croiser et se dépasser. Et c'est là où on trouve les deux supernovae. Et dans la tranche du dessus, les deux fusées se sont dépassées. Donc, c'est comme une bande dessinée qu'on lit du bas vers le haut. Et dans cette image, les deux explosions, les événements de gauche et de droite ayant lieu dans une même tranche d'espace, cela signifie que ces deux événements sont simultanés pour l'observateur A. Selon notre intuition et notre façon sous-entendue, implicite de concevoir l'espace et le temps, qui n'est pas ce que la relativité restreinte nous enseigne, on dira que le temps n'est pas une dimension, qu'un seul instant existe à la fois l'instant présent, que les instants passés n'existent plus, que les instants futurs n'existent pas encore, et que nous vivons donc dans une réalité à trois dimensions d'espace, un seul instant existant à la fois. Revenons à la relativité restreinte. Nous existons dans une réalité non pas à trois dimensions d'espace, mais à quatre dimensions, trois d'espace et une de temps, dans laquelle tous les instants, passé, présent, futur, coexistent en quelque sorte simultanément en un seul et unique super instant généralisé sans durée. Selon la relativité restreinte, selon notre intuition, dans cette image, ce qui existe, c'est une seule tranche d'espace à la fois, celle de l'instant présent. Les tranches d'espace plus bas, celle du passé, n'existent plus. Les tranches d'espace plus haut dans la figure, celle du futur, n'existent pas encore. Selon la relativité restreinte, toutes les tranches d'espace coexistent simultanément et c'est donc le cube entier d'espace-temps qui existe tout d'un coup en un seul et unique super instant généralisé sans durée. Maintenant, nous allons pouvoir illustrer la relativité de la simultanéité et de la chronologie dans ce continuum espace-temps à quatre dimensions. Donc, évidemment, pour des raisons pratiques, j'ai représenté un espace qui n'aurait que deux dimensions plutôt que trois, parce qu'avec le temps, on a quatre dimensions. Bien, il se trouve qu'il est impossible de se donner des représentations visuelles à quatre dimensions. On a accès au maximum à trois dimensions pour produire un support visuel, pour produire une image. Donc, pour cette raison, on a des images où l'espace est réduit à seulement deux dimensions. Et donc, on utilise la troisième dimension pour le temps. Je vais utiliser ici les ciseaux comme une métaphore. Donc là, ça, ce n'est pas un principe de physique fondamentale, c'est seulement une métaphore. Et j'ai une paire de ciseaux ouverts à 90 degrés où la lame horizontale représente l'espace X selon A et la lame verticale, le temps, CT, peu importe la signification des détails, c'est le temps selon A. Donc, dans la figure précédente, le temps s'écoule à la verticale
Et les tranches horizontales, c'est l'espace à un instant donné selon le point de vue relatif de A. Selon B et C, vous pouvez voir les lignes en pointillés, en diagonale. Donc, selon B et C, on pourrait dire que le temps, selon leur perception relative, s'écoule dans une direction différente dans le continuum espace-temps. Ah, pourquoi? Alors, imaginons que chacun des observateurs possède une montre à son poignet et donc chacun mesure le temps avec sa montre à l'endroit où l'observateur se trouve. Et chacun de ces observateurs se considère au repos, immobile par rapport à lui-même, et considère que c'est tout le reste de l'univers qui est en mouvement par rapport à lui. Donc, la ligne en diagonale pour l'observateur B va suivre les différentes positions successives de l'observateur B selon le point de vue de A. Mais selon le point de vue de B, toutes ces positions, c'est un seul et unique endroit. Selon son propre point de vue, B demeure toujours assis au même endroit, dans sa chaise, dans sa fusée. Et selon B, c'est la planète de A qui s'éloigne vers la gauche. Donc, quand B, avec sa montre, mesure le temps qui s'écoule à l'endroit où il demeure immobile en permanence, sa chaise dans sa fusée, eh bien, il mesure le temps dans notre figure qui s'écoule le long de la ligne en diagonale illustrée en pointillé CTB. Le même raisonnement s'applique à l'observateur C. Donc, ça, c'est une façon visuelle d'illustrer le caractère relatif du temps. Qu'en est-il du principe des ciseaux? Il va nous servir aussi à illustrer le caractère relatif de l'espace. Donc, je vais passer au point de vue de l'observateur B. Je regarde le temps. OK. Michel, combien de temps est-ce que j'aurai encore? Il n'y a pas de problème, Daniel. Tu peux prendre une heure et demie, c'est comme tu veux. OK. Parce que j'approche de la fin pour cette partie-là, puis avant la deuxième partie, je te demanderai si j'ai encore du temps. Donc, je vais prendre le temps d'expliquer correctement la suite des choses. OK. Donc, je commence. On ne va pas regarder tous les détails simultanément. Simultanément, jeu de mots, bref. Alors, on a indiqué que dans notre support visuel, la ligne verticale représentait l'écoulement du temps selon A et une ligne en diagonale, l'écoulement du temps selon B. Donc, avec la métaphore des ciseaux, si je passe du point de vue de A au point de vue de B, je referme partiellement mes ciseaux. Donc, je tourne l'axe du temps de la verticale vers la diagonale du côté droit. Mais comme j'ai une paire de ciseaux, en même temps, la ligne horizontale qui représentait l'espace selon A est remontée et devient elle aussi en diagonale. Tout ça, c'est métaphorique, c'est de la poésie. Mais évidemment, c'est basé sur des vraies équations mathématiques. Donc, ça, c'est juste une représentation visuelle, mais de quelque chose qui existe sur le plan mathématique. Et je ne vais pas entrer, si vous permettez, dans les équations. Ça signifie ceci. Donc, si on revient aux axes du temps, de A, l'axe du temps est à la verticale, à B, j'ai l'axe du temps en diagonale tourné vers la droite. Pour les tranches d'espace, représentées par les lignes XB, j'ai tourné les tranches d'espace vers l'axe du temps pour refermer ma paire de ciseaux métaphorique. Et donc, les tranches d'espace de B sont maintenant en diagonale. Alors là, avec le passage de ce qui était vertical et horizontal à quelque chose de diagonal, on illustre visuellement le caractère relatif à la fois du temps et de l'espace. Et là, maintenant aussi, nous avons un support visuel pour parler de la relativité, de la simultanéité et de la chronologie. Indiquons que les deux explosions, événement de gauche EG, événement de droite ED, ne sont pas reliés par une relation de cause à effet. Ils ne sont pas la cause l'un de l'autre, ce sont deux événements indépendants l'un de l'autre. À nouveau, globalement, le temps s'écoulant du bas vers le haut, même si on est en diagonale, ça fait un peu bizarre. Donc, selon le point de vue de B, la tranche d'espace du bas représente, selon son point de vue relatif, un instant plus reculé dans le passé. Si vous voulez, la tranche du milieu serait l'instant présent et la tranche du haut, un instant dans le futur, à la manière dont B perçoit le temps selon son point de vue relatif. Notez que les deux explosions se trouvent toujours sur une même ligne horizontale.
correspondant à XA. Donc, selon A, ce qui est à l'horizontale dans ce dessin, c'était une seule et même tranche d'espace. Et donc, ce qui, selon A, est à l'horizontale, se passe simultanément. Donc, ce qui, selon A, se trouve le long d'une même ligne horizontale, se produit simultanément les deux explosions. Mais, parce que selon B, maintenant, nous avons affaire à des tranches d'espace qui ont été tournées dans le continuum espace-temps, l'explosion de droite va se trouver dans une tranche d'espace plus basse et va donc se produire plus tôt. Et l'explosion de gauche sur une tranche d'espace plus élevée et elle se produit plus tard. Donc, selon B, les deux explosions ne sont pas simultanées. Monsieur, oui. Là, vous nous dites que le long d'une ligne verticale, CTA, ça, c'est l'écoulement du temps selon A. Oui, vous avez bien suivi. D'accord. Alors, moi, ce que je vois, monsieur, c'est que dans la tranche d'espace, comme vous dites, en diagonale de l'observateur B, bien, on n'est pas à la même hauteur. L'extrémité gauche des tranches d'espace de B sont plus basses dans la figure, les côtés droits plus hauts. Oui, je vous écoute, tout à fait. Alors, monsieur, si je continue, ça veut dire que selon l'observateur A, ce qui, dans votre figure, se trouve plus vers la gauche et plus bas dans le dessin correspond à des instants plus tôt. Ce qui est plus vers la droite et plus haut correspond à des instants plus tard, selon A. Oui. OK, mais vous nous dites, monsieur, que selon B, tout ce qui est sur une même ligne diagonale correspond à un seul et même instant. C'est cela. Pouvez-vous clarifier, monsieur? Je ne comprends pas. Alors, moi, je dirais à ce point-ci que pour clarifier, rappelons-nous que le temps est la quatrième dimension et donc que tous les instants passés, présents, futurs coexistent en quelque sorte simultanément dans ce cube d'espace-temps. En se rappelant cela, il devient alors, si je puis dire, permis de tracer une tranche d'espace en diagonale qui, du point de vue de l'observateur A, relie des instants plus vers le passé en allant vers la gauche et plus vers le futur en allant vers la droite. Et on fait un amalgame de tous ces instants-là en des lieux différents de la gauche vers la droite pour faire une tranche d'espace et dire que tout cela est simultané selon B. Ah, ça devient plus profond. La simultanéité est relative. Donc, selon B, tout ce qui est sur une tranche d'espace en diagonale se produit simultanément, mais selon A, une telle tranche d'espace en diagonale ne correspond pas à la réalité, mais c'est plutôt un amalgame d'espace et de temps. Donc, on a collé ensemble des lieux différents de la gauche vers la droite et chaque lieu a été sélectionné à un instant différent. Plus le lieu se trouve vers la gauche, plus on l'a sélectionné à un instant loin dans le passé, vers la droite, loin dans le futur, et on a collé tout ça ensemble pour faire un amalgame d'espace et de temps qui pour A ne représente rien, mais qui pour B représente la totalité de l'espace à un seul et unique instant du temps selon le point de vue de B. Oh, OK. Donc, l'idée que l'espace et le temps sont relatifs, que la simultanéité et la chronologie sont des choses relatives, ça va loin, c'est très profond, c'est un changement radical de notre conception de la réalité physique, de l'espace et du temps, et c'est surtout très contre-intuitif. Monsieur, oui. OK, là, on a parlé de la relativité de la simultanéité, puis la relativité de la chronologie, hein, parce que tout à l'heure, si on reprend les exemples des deux bombes qu'on peut identifier aux deux supernovae, c'est l'équivalent. Selon A, les deux explosions sont simultanées. Alors, selon B, l'explosion de droite avait lieu vers l'avant et en premier. On voit qu'elle est dans une tranche d'espace plus basse. Selon B, l'explosion plus loin vers l'arrière, vers la gauche, avait lieu plus tard. Et là, on la voit dans une tranche d'espace plus haute. Et vous nous aviez dit que pour l'observateur C,
la chronologie était inversée. C'était l'explosion de gauche qui se produisait en premier, celle de droite en deuxième. Tout à fait. Alors, permettez-moi de vous féliciter pour votre attention et votre mémoire et votre capacité de résumer et de faire une synthèse de ce que vous avez entendu ce soir. Tout cela est exact. Alors, allons chercher une troisième image avec l'observateur C. Donc, on va reprendre, on va aller plus vite parce que finalement, c'est exactement le même raisonnement que nous allons reprendre à une nuance près. Donc, par rapport à l'observateur A sur sa planète, l'observateur C se déplace vers la gauche. Donc, selon l'observateur C, lui-même demeure au repos et c'est A et sa planète qui se rapprochent en se déplaçant vers la droite. L'axe du temps de l'observateur C, c'est-à-dire la ligne le long de laquelle l'observateur mesure le temps avec sa montre à son poignet, c'est la ligne en diagonale, le long de laquelle l'observateur C se situe en permanence dans la figure. Donc, pour passer de l'axe du temps de A, CTA, à celui de C, CTC, plutôt que de tourner l'axe du temps vers la droite comme on le fait pour B, on tourne vers la gauche. Et alors, si on prend la métaphore de la paire de ciseaux, en tournant la lame verticale vers la gauche, on va se trouver à ouvrir davantage la paire de ciseaux. La lame horizontale qui représentait l'espace selon A est maintenant tournée vers le bas. On ouvre la paire de ciseaux. Encore là, la paire de ciseaux, c'est une métaphore. Ce n'est pas une explication, c'est juste une métaphore descriptive. Donc maintenant, les tranches d'espace de C sont tournées dans le sens contraire. Et c'est maintenant le côté droit qui est plus bas et le côté gauche qui est plus haut. Ainsi, les deux explosions se trouvent encore et toujours sur une même ligne horizontale parce qu'elles se produisent simultanément selon A. Mais en raison de la manière dont nous venons de tourner les tranches d'espace pour l'observateur C, maintenant, c'est l'explosion de gauche qui se trouve dans une tranche d'espace plus basse et donc qui a lieu en premier. Et donc l'explosion de droite qui se trouve dans une tranche d'espace plus haute et qui a lieu plus tard. Donc, on vient d'inverser l'ordre des explosions, on vient d'inverser la chronologie en passant du point de vue de B à C. Donc, je résume, la simultanéité étant relative, dans cet exemple, les deux bombes explosent simultanément pour A, mais ni pour B, ni pour C. Et la chronologie est relative. Pour B, la bombe de droite explosait en premier. Pour C, c'est la bombe de gauche qui explose en premier. Encore une fois, tout cela est valide dans le contexte où il n'y a pas de relation de cause à effet entre les deux événements que nous considérons. Alors ça complète la première partie. Alors là, je ne sais pas, est-ce qu'on veut faire une période de questions-réponses sur la première partie ou est-ce que j'ai encore du temps? Puis on passe peut-être un 15 minutes sur la deuxième partie égale MC2. Michel, peut-être, qu'est-ce que tu crois qui serait le plus intéressant, le plus approprié? Je pense que c'est mieux de continuer, Daniel. OK. Vas-y, pour un 15-20 minutes, on prendra les questions après. Parfait. Bon, alors, je vous rassure tout le monde, nous venons de terminer la partie la plus facile. Excusez-moi. Oups, la partie la plus difficile. Non, la deuxième partie sera plus courte et ça va être quasiment une petite pause. Ça va être divertissant par rapport à la première partie. E égale MC2, qu'on associe à Einstein, bien sûr, où maintenant, au lieu de parler du contenant qui a été unifié, l'espace-temps que nous avons unifié dans le continuum espace-temps, nous allons parler maintenant du contenu unifié, la matière et l'énergie unifiées comme étant deux aspects d'un seul et même phénomène qu'on peut nommer la matière trait d'union énergie ou la masse énergie. Donc, E, l'énergie, M, la masse. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore la vitesse de la lumière. Donc, sortons cette question de notre système immédiatement. Dans cette équation, la vitesse de la lumière dans le vide, C joue simplement le rôle d'une constante de proportionnalité pour effectuer les calculs. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'équivalence entre l'énergie et la masse. La matière et l'énergie sont donc
selon cette équation, de même nature et interchangeable. La masse, c'est une forme d'énergie, comme l'énergie lumineuse, la chaleur, l'énergie du mouvement, qu'on appelle l'énergie cinétique en physique. À l'inverse, toute forme d'énergie peut posséder une masse ou encore une inertie. Par exemple, l'énergie du mouvement. Alors, je prends 2 minutes pour donner un exemple. Quand une voiture est en mouvement, elle a sa masse et son énergie de mouvement, et plus sa vitesse est grande, plus son énergie de mouvement est grande. Or, à l'énergie, on peut associer une masse. Donc, plus la voiture se déplace rapidement, plus sa masse augmente, plus la voiture est lourde. Et oui, c'est comme ça. Toutefois, mentionnons que tous les effets dont je vous parle ce soir commencent à se manifester à des vitesses de l'ordre d'au moins 10% de la vitesse de la lumière. Donc, juste pour se dire en kilomètres à l'heure, la vitesse de la lumière, c'est à peu près 1 milliard de kilomètres à l'heure. Pas à la seconde, là, à l'heure. Prenons 10%, ça fait 100 millions de kilomètres à l'heure. À des vitesses inférieures à 100 millions de kilomètres à l'heure, tous les phénomènes dont je vous parle ce soir se manifestent, mais sont tellement infimes qu'il est impossible de les percevoir, à moins de disposer d'instruments modernes ultra sophistiqués. Donc, c'est pourquoi tous ces phénomènes sont contraires à l'intuition, parce que nous ne les percevons pas dans notre vie de tous les jours, parce que les vitesses que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours sont toujours considérablement plus petites que la vitesse de la lumière. Donc, ce phénomène qu'un objet en mouvement est plus lourd que lorsqu'il est au repos, bien que réel, est absolument impossible à percevoir avec les vitesses que l'on rencontre dans notre vie de tous les jours. Toutefois, je vous donne un petit plus qui n'est pas indiqué ici. Plus la vitesse entre l'objet et l'observateur augmente, mettons entre la voiture et un observateur augmente, plus la masse, le poids de l'objet augmente. Puis je sais que mes collègues physiciens vont peut-être être irrités que j'utilise masse et poids comme des synonymes. Ce n'est pas le cas, mais pour les besoins de la conférence, s'il vous plaît, soyez indulgents, on ne va pas entrer dans les détails. Merci. Voilà. Donc, plus sa masse, plus son poids augmente. Et si la vitesse de notre voiture tendait vers la vitesse limite, qui est la vitesse de la lumière, eh bien, d'après les équations de la relativité restreinte, la masse de la voiture tendrait vers l'infini. Et la quantité d'énergie de mouvement associée à une vitesse qui tend vers la vitesse de la lumière tend vers l'infini. Concrètement, imaginez toute la quantité de masse qu'il y a dans l'univers entier. Bien, notre voiture, par rapport à l'univers entier, serait infiniment plus massive. C'est bien ce que j'ai dit. Et en termes d'énergie, imaginez la totalité de l'énergie contenue dans l'univers entier. Eh bien, notre voiture posséderait une quantité d'énergie de mouvement infiniment plus grande que ce qu'il y a dans l'univers entier. Dois-je préciser que cela est impossible? Voilà. Donc, ça, c'est une autre façon de parvenir à l'idée que la vitesse de la lumière est une vitesse limite. OK, donc là où je veux développer un peu, c'est les points C et D. D'abord, la matière peut être transformée en énergie et ensuite, l'énergie peut être transformée en matière. On s'amuse, hein? OK, donc, je vais aller rapidement droit au but. Pour la transformation de matière en énergie, 2 exemples. Un, fusion nucléaire. Et si vous vous demandez, est-ce que, oups, excusez-moi. Ah, c'est ça. Comment les étoiles produisent leur lumière et font pour briller? Monsieur, oui, est-ce qu'il y a un lien avec la fusion nucléaire dont vous venez de nous parler? Ben oui, c'est exactement ça. Tout à fait. Donc, dans les étoiles adultes, comme le Soleil ou comme des étoiles de toutes les masses, donc la deuxième image nous montre différentes catégories d'étoiles adultes, des moins massives aux plus massives, toutes des images qui viennent d'Internet en couleur. Dans son âge adulte, une étoile produit sa lumière en, excusez-moi, faisant la fusion de l'élément chimique le plus petit, l'hydrogène, pour obtenir le deuxième élément chimique le plus petit, l'hélium. Donc, au cœur du Soleil, vous partez de 4H1. Oh là là, c'est compliqué. H, hydrogène, 1, une particule dans le noyau. Donc, dans les atomes, rapidement, on trouve dans le noyau d'un atome des protons positifs, en gris dans les figures, mais aussi des particules électriquement neutres, des neutrons en blanc. Ici, je n'illustre que des noyaux atomiques.
dans l'atome au complet, autour du noyau, vous avez une troisième sorte de particules, électrons, chargés électriquement négativement, qui sont en orbite autour du noyau. Revenons, donc ici, on ne parle que des noyaux et on ne tient pas compte des électrons. Dans le cœur des étoiles adultes, vous prenez 4 protons, 4 noyaux d'hydrogène, le plus petit noyau atomique qui existe, vous les fusionnez et vous obtenez un noyau d'hélium, 4 particules. Monsieur, quoi? Arrêtez, là, parce que là, j'ai 4 protons à gauche, puis à droite, j'ai 2 protons, puis 2 neutrons, là. C'est trop difficile. Ah, excusez-moi. Ben oui. Donc, bien sûr, la désintégration bêta- plus, que tout le monde connaît bien. Non, ça ne vous dit rien. OK. La physique des particules est un sujet absolument fascinant. Parce qu'imaginez-vous qu'un proton peut se transformer en neutron et qu'un neutron peut se transformer en proton. Monsieur, oui, c'est parce que je commence à être essoufflé. Le proton a une charge électrique positive, le neutron est électriquement neutre. Je ne comprends pas. Merci pour la question. Alors, c'est parce qu'il y a d'autres particules qui sont impliquées. Donc, quand un proton se transforme en neutron, il y a aussi une petite particule qui possède une charge électrique positive qui est expulsée et qui emporte la charge électrique positive. On la nomme un positron. Et dans le cas inverse, lorsqu'un neutron se transforme en proton, bien là, il y a une petite particule négative, l'électron qui est expulsé, de sorte que le proton final et l'électron final ensemble ont des charges électriques qui s'annulent, donnant un total nul comme le neutron de départ. Donc, si on entre dans les détails, la charge électrique est conservée, puis en fait, là, même mon explication est incomplète, mais je n'irai pas plus loin dans les détails, on va s'éloigner du sujet. Bref, 4 protons deviennent un noyau d'hélium. Dans les réactions intermédiaires, 2 des protons de départ se sont transformés en neutrons. Poursuivons. Imaginons une balance à plateau, 2 plateaux qu'on compare à l'échelle microscopique. Alors, sur le plateau de gauche, nous platons les 4 protons. Nous plaçons les 4 protons, dis-je, sur le plateau de gauche et le noyau d'hélium 4 sur le proton. Je commence à être fatigué, je m'excuse, sur le plateau de droite. Alors, est-ce que la balance est en équilibre? Et si elle ne l'est pas, lequel des deux côtés est-il le plus lourd? Eh bien, c'est le côté de gauche, les 4 protons, les 4 noyaux d'hydrogène, qui est le plus lourd. Donc, au cours des réactions intermédiaires, qui ne sont pas illustrées, il y a de la matière qui a été perdue. Le noyau final est moins massif que les 4 noyaux initiaux combinés. De la masse a été perdue. Et qu'est-elle devenue? De la lumière. Les particules de lumière nommées photons et la quantité d'énergie lumineuse E produite est égale à la quantité de masse M perdue fois C2. C'est ainsi donc que la lumière que nous recevons du Soleil ou d'autres étoiles que nous pouvons observer la nuit a été produite. Donc, la lumière qui nous arrive du Soleil, avant de nous parvenir sous forme de lumière, existait sous forme de matière dans des noyaux d'hydrogène au centre du Soleil. Ça, c'est un exemple de transformation de matière en énergie. Et là, comme le temps s'écoule, je vais passer tout de suite au prochain exemple. Bon, il ne faut pas que j'utilise ma souris, il faut que j'utilise ces boutons-là. La fission nucléaire, qu'on appelle aussi la désintégration. Donc, comme j'ai déjà entendu parfois, c'est la même chose que la fusion, sauf que c'est le contraire. Vous avez à gauche, dans la figure, un noyau d'uranium-238, un total de 238 particules, protons et neutrons mélangés. Ces gros noyaux atomiques tendent à être instables et finissent par se briser, ce qui sera illustré à droite. Donc, il y aura un petit objet nommé à l'origine une particule alpha, c'est de la radioactivité alpha, qui en réalité est un noyau d'hélium 4, donc un petit groupement de 2 protons, 2 neutrons qui, c'est le son que ça fait, donc qui est expulsé du noyau d'uranium et ce qu'il reste, 4 particules en moins, c'est un noyau de thorium 234. Et dans notre image, le noyau d'uranium de gauche était immobile et les 2 noyaux à droite sont expulsés dans des directions opposées
Le noyau plus lourd, plus lentement. Le noyau plus léger, plus rapidement. Nous avons donc créé de l'énergie de mouvement, puisqu'il n'y en avait pas au début. Mais l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, me direz-vous. Bien sûr. Donc, cette énergie doit provenir de quelque part et là aussi, c'est une question de perte de masse. Donc, le noyau d'uranium à lui seul est plus lourd que les deux noyaux finaux. Il y a une perte de masse qui, dans ce cas-ci, est devenue de l'énergie de mouvement. Et c'est comme ça qu'on peut produire ensuite de l'électricité. Donc, on a des... Bon, en fait, je vais tourner les coins extrêmement ronds et couper les détails, mais disons, les noyaux d'hélium-4 peuvent ensuite aller frapper des molécules d'eau pour leur transférer de l'énergie. Les molécules d'eau vont se mettre à vibrer plus vite, donc elles se réchauffent. L'eau liquide va s'évaporer et ensuite la vapeur d'eau va permettre d'actionner des turbines qui produisent de l'électricité, centrale nucléaire, et la fumée blanche qui s'échappe des grandes cheminées ici. Dans le cas des centrales nucléaires, ce n'est pas de la pollution, c'est de la vapeur d'eau. Si on avait eu une centrale au charbon, là, on aurait eu de la fumée noire et ça aurait été de la pollution, ça aurait été une autre histoire. Donc, lorsque l'électricité que nous avons a été produite dans une centrale nucléaire, eh bien, l'énergie électrique, à l'origine, se trouvait sous la forme de matière. Autre exemple de transformation de matière en énergie. Et l'inverse, transformation d'énergie en matière. On peut produire ce résultat dans des collisions de particules. Donc là, la figure ici illustre le principe d'une manière simplifiée à l'extrême, juste pour représenter le principe. Dans ces instruments qu'on appelle collisionneurs de particules ou également accélérateurs de particules, le but est d'accélérer des particules pour produire des collisions. Vous voyez, ça ne devrait pas être trop subtil pour l'instant. Donc, dans la figure de gauche, en bas, on a deux protons qui, à l'aide de champs électromagnétiques, ont été accélérés jusqu'à des vitesses proches de celles de la lumière. Et ensuite, on fait dévier les deux protons pour les faire entrer en collision. En réalité, ce sont des faisceaux de protons qu'on fait entrer en collision, mais peu importe les détails. Dans l'image de droite, on illustre que ce qui émerge de la collision, c'est un paquet de nouvelles particules de différentes sortes, de différentes masses, animées de différentes vitesses. Donc, revenons à l'image de gauche. Nos protons, très rapides, ont une très grande quantité d'énergie de mouvement. Et lors de la collision, une grande partie de cette énergie de mouvement est transformée en matière, en nouvelles particules. Comme c'est particulier! Bon, blague à part, je suis allé chercher sur Internet des images du grand collisionneur de Hadron. Donc, ça, c'est une image du tuyau intérieur, une partie. Et en bas, donc, je vais traduire, donc, vue aérienne du grand collisionneur de Hadron à Genève. Le cassé, vous avez dit, monsieur? Donc, OK. Le grand, parce que c'est grand, collisionneur, on fait entrer des particules en collision, de Hadron. Ah, hadron, OK, oui. C'est quoi un hadron? C'est une catégorie de particules, sans entrer dans les détails, qui inclut notamment les protons et les neutrons. Donc, dans ce cas-ci, collisionneur de hadron peut être réexprimé simplement comme un collisionneur de protons. Voilà. Donc, vous avez du territoire autour de la ville de Genève qu'on aurait en arrière-plan ici. Et ici, on a un anneau souterrain dont le diamètre fait à peu près 9 km et donc la circonférence à peu près 28 km. Donc, à l'échelle d'une ville, et c'est le plus grand instrument scientifique du monde, peut-être le plus cher aussi en concurrence avec la Station spatiale internationale. Et dans ce grand collisionneur, en faisant des expériences de collision de particules, on a réussi à démontrer l'existence, il y a plusieurs années, j'ai oublié l'année exacte, j'aurais dû faire ma recherche, excusez-moi, 2015, je ne sais plus, d'une particule que les physiciens recherchaient depuis les années 60. Alors, s'il y en a qui sont au courant. Pardon? 2012. 2012, merci. Est-ce qu'on se souvient du nom de la particule? Ah, c'est dommage, je l'ai oublié, moi. Le boson de Higgs. Higgs. Voilà. Donc, juste pour préciser, je n'avais pas oublié le nom de la particule. Ça, c'était une blague, mais j'avais oublié le nom de l'année. Ça, c'était vrai. Donc, Higgs, H-I-G-G-S. Exactement.
Donc, cette particule, on a supposé son existence dans les années 60, bon, dans le contexte du modèle standard de la physique des particules pour expliquer comment les particules ont leur masse, blablabla. Bon, peu importe les détails. Ce que ça signifie, c'est que notre modèle théorique standard pour expliquer ce qu'on peut expliquer des particules, pour que ce modèle tienne la route, il faut nécessairement supposer qu'une particule nommée boson de Higgs existe. Or, cette particule n'avait jamais été mesurée, observée, détectée. Donc, son existence n'étant pas prouvée, il était possible que la particule n'existe pas, dans lequel cas, il y avait un problème, il aurait fallu réviser le modèle. Donc là, on a développé des accélérateurs de particules de plus en plus puissants, blablabla. Et donc, merci, en 2012, dans le grand collisionneur de Hadron, en faisant entrer en collision des faisceaux de protons, bien, parmi les particules qui ont émergé, à un moment donné, on a réussi à identifier par une analyse détaillée des données que, il est là. On en a un boson de Higgs. On a réussi à en faire émerger un lors de la collision de protons. Donc, cette particule a une réalité physique et, ouf, le modèle standard de la physique des particules tient la route. Donc, voilà. Et ça complète la conférence. Et j'avais donc pour la forme, donc les liens des images que je suis allé voler sur Internet, en rappelant que les images en noir et blanc, ça, c'est des dessins que j'avais réalisés moi-même. Donc, il n'y a pas de source autre que moi à citer. Est-ce que la découverte effectuée par le Hadron en Suisse, est-ce que c'est la plus récente découverte là, en matière de physique de relativité? Pas à ma connaissance. Okay. Et la prochaine étape, c'est de tenter de détecter les hypothétiques particules de la matière exotique, la matière sombre. Ça, c'est un autre sujet que je n'ai pas présenté, qui en astrophysique constituerait 27% du contenu de l'univers. La matière qu'on connaît en constituerait 5%, et tout le reste, 68%, ce serait une hypothétique énergie associée au vide. Donc, cette énergie du vide, cette matière exotique, on en a besoin dans nos modèles théoriques en cosmologie, mais on n'a jamais détecté directement une particule de matière exotique ni mesuré directement l'énergie du vide. Donc, il y a des gens qui tentent de concevoir des instruments et des expériences pour faire ce genre de détection. Peut-être que ce sera la prochaine grande découverte dans les collisionneurs de particules de réussir à identifier une particule de matière exotique à la condition que ces particules existent effectivement. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la matière noire, là, le vide? Là? Matière noire, matière sombre, matière exotique, 27% du contenu. Ça exerce un effet gravitationnel attractif comme la matière ordinaire. Les mots sont subtils. L'énergie du vide, quant à elle, on l'appelle aussi l'énergie noire ou l'énergie sombre. Et là, c'est complètement autre chose que la matière noire ou la matière sombre. La matière, c'est donc de la matière dans le vide qui exerce une influence attractive au niveau de la gravité. L'énergie noire, c'est une propriété du vide lui-même qui, si cette énergie existe, le vide lui-même posséderait sa propre énergie et celle-ci produirait un effet antigravitationnel, répulsif, qu'on utilise pour expliquer théoriquement pourquoi l'expansion de l'espace se fait en accélérant. Parce que sinon, en raison de la matière, l'attraction gravitationnelle exercée par la matière ordinaire, matière sombre, s'oppose à l'expansion de l'espace et devrait la faire décélérer. Et on a démontré en 1998 que l'expansion accélère. Donc là, ça nous prend, dans notre modèle théorique, un mécanisme antigravitationnel pour générer cette accélération, qui est cette hypothétique énergie du vide. Est-ce que la dilatation de l'univers est causée par une forme d'énergie calorifique, quoi? OK, je comprends. OK. Donc, sur Terre, mettons, on prend une montgolfière. On a un brûleur en dessous pour chauffer l'air à l'intérieur. Le réchauffement de l'air entraîne une dilatation du gaz. Et si on refroidit le gaz, il se contracte. OK. Ceci s'applique à la matière, mais ne s'applique pas à l'espace. Parce que quand on parle de l'expansion de l'espace, ce n'est pas de la matière qui prend de l'expansion dans un espace préexistant. C'est l'espace lui-même qui grandit. C'est l'univers qui gonfle et devient de plus en plus grand. Donc, ce dont tu parles, si je reprends mon vocabulaire, concerne le contenu, la matière, alors que quand on parle de l'expansion de l'espace, on parle du contenant. Alors, c'est un phénomène physique différent.
Puis par rapport à la lumière, est-ce que le vide, est-ce que ça joue un rôle sur la lumière, la vitesse de la lumière, mais pas sur la vitesse, mais sur l'expansion de la lumière, en fait, sur la propagation de la lumière, tiens. OK. Et puis en passant, ben, je te remercie pour ta conférence, toujours très explicite, alors toujours facile à comprendre. Ben voilà, alors donc ma question c'était ça, là, sur l'expansion de la lumière, comment la lumière peut s'expansionner, quoi. OK. Ben, merci pour tes compliments, si je peux dire. C'est toujours apprécié. Je suis content que ça t'ait plu. OK. Donc, la lumière en tant qu'onde, ben, quand cette onde lumineuse voyage dans un espace qui est en train de gonfler, il y a création continuelle de nouvel espace, l'univers devient de plus en plus grand, ben, cette expansion de l'espace entraîne la lumière. Et donc, pendant que la lumière voyage, la longueur d'onde est allongée par l'expansion de l'espace. Donc, si on observe une galaxie distante, la lumière qu'on reçoit a une longueur d'onde, c'est la longueur d'une crête et d'un creux, plus grande que ce que la galaxie avait été émise. Et plus la galaxie est lointaine, plus la lumière a voyagé longtemps, plus l'expansion de l'espace a agi longtemps et plus la longueur d'onde a été allongée. Ce phénomène, on le nomme le décalage cosmologique vers le rouge. Parce que dans l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, ce qui fait la différence entre les couleurs, c'est notamment la longueur d'onde. Le rouge est la couleur qui a la plus grande longueur d'onde, le violet, la plus courte. Donc, ultraviolet, c'est des longueurs d'onde encore plus courtes. Infrarouge, c'est des longueurs d'onde encore plus grandes. Donc, on va dire que la lumière, ça subit un rougissement lié à l'expansion de l'espace. Et c'est comme ça qu'on a découvert le phénomène il y a un siècle, en constatant que la couleur des galaxies était altérée et qu'il y avait une corrélation directe avec la distance. Plus la galaxie observée était lointaine, et plus la lumière reçue était décalée vers la couleur rouge, plus la couleur était modifiée. Mais ça ne change pas la vitesse de la lumière. Par contre, au niveau de la propagation, ça fait en sorte que pendant que la lumière voyage, la distance entre la galaxie source et la galaxie réceptrice augmente. Donc, la lumière aura franchir une distance plus grande par rapport à un univers où l'espace ne serait pas en expansion. Mais la vitesse de la lumière ne change pas. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose ici. OK. Le nouveau télescope James Webster, qui va nous renseigner, qui a été conçu pour nous renseigner sur les galaxies les plus lointaines, peut le faire justement parce qu'il y a certains de ces détecteurs qui sont vraiment optimisés vers le plus lointain infrarouge. Donc, il peut être sensible à des ondes qui remontent à plus loin dans le temps, donc qui ont subi une plus grande dilatation. C'est pour ça que le James Webster est très, très intéressant. J'ai une question par rapport à l'impact sur le fait que le temps est relatif. Si on voulait coloniser la galaxie, là, est-ce que ça voudrait dire que tout le monde serait sur des temps différents puis on ne serait pas capable de se coordonner? Est-ce qu'il existe quand même un genre de temps commun entre les différentes étoiles pour qu'on puisse se coordonner? Puis la question plus large aussi, c'est si on dit que l'univers a 13 milliards d'années, c'est-tu juste 13 milliards pour nous ou quelqu'un d'autre qui regarderait ça, il arriverait à une mesure complètement différente parce qu'il ne va pas à la même vitesse ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est un 13,7 milliards commun à tout l'univers ou c'est propre à la Terre, cette durée-là? Donc, deux volets de la même question, là, le temps étant relatif, c'est quoi les impacts? Oui, et je dirais que la deuxième question, elle est, excusez-moi, j'ai juste le mot anglais, tricky, plus difficile, plus subtil, mais j'ai quand même une réponse à fournir à cette question-là, mais ça va être un peu plus subtil. Pour la première question, donc, d'une part, dans le processus de colonisation, pendant que les vaisseaux spatiaux voyageraient de la Terre à la planète cible, si on a des vitesses supérieures à 10 de la vitesse de la lumière, là, l'effet de dilatation du temps, qui est toujours présent de toute manière, va commencer à jouer un rôle significatif. Et plus la vitesse du vaisseau sera grande par rapport à la Terre, plus l'effet sera important. Donc, ça, on a vu ça, entre autres, dans le film Interstellaire. C'est vrai qu'avec Interstellaire, on parlait aussi de la gravité, c'est un autre phénomène. Donc, bref, ce qui veut dire, en gros, que, mettons qu'un vaisseau spatial prendrait
20 ans à se rendre à destination selon le temps des voyageurs. Les voyageurs auraient vécu pendant 20 ans pour le voyage à très grande vitesse. Sur la Terre, il se serait peut-être écoulé 4000 ans, dépendamment des distances puis des vitesses impliquées. Donc, ça va impliquer des décalages. Ce qui veut dire que, mettons, moi, je partirais et j'aurais voyagé pendant 20 ans, donc j'arriverais à l'âge de 41 ans à destination, alors que sur Terre, ça serait écoulé 4000 ans, mettons. Puis peut-être que la civilisation n'existerait plus, puis que là, ben, mon petit groupe de voyageurs, on serait livré avec seul à nous-mêmes. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, si on considère différentes colonies et pas les voyages entre les colonies, considérant que dans la Voie lactée, les vitesses entre les étoiles puis les vitesses orbitales des planètes, sauf peut-être exception que je ne connaîtrais pas, sont toujours en dessous de 10 et même en dessous de 1 de la vitesse de la lumière. Dans lequel cas, les effets de dilatation du temps seraient totalement négligeables et ne joueraient aucun rôle. Donc, mettons 2 jumeaux sur Terre, puis un des jumeaux fait plein de voyages durant toute sa vie en avion, puis l'autre ne voyage pas du tout. Mais considérant la vitesse à laquelle les avions voyagent sur Terre, l'effet de dilatation du temps bien réel serait totalement négligeable et le jumeau voyageur aurait peut-être vieilli de 1 milliardième de seconde de moins que l'autre durant sa vie entière. Moi, j'avais un deuxième volet de ma question, c'est l'âge de l'univers de 13 milliards d'années, est-ce qu'il est universel? Donc, on va parler à ce moment-là d'un observateur théorique qui serait au repos par rapport au rayonnement de fond cosmologique. Hein, je l'avais dit, c'est un petit peu plus subtil. OK, donc j'essaie d'aller au plus bref. Le rayonnement de fond cosmologique, c'est un rayonnement dans le domaine des micro-ondes qui remplit tout l'univers. En fait, là, on va parler plutôt du fond diffus cosmologique aujourd'hui. Et on va aussi utiliser l'expression rayonnement fossile parce que c'est une image de l'univers dans les temps qui ont suivi le Big Bang, qui remplit uniformément tout l'univers. Donc, peu importe dans quelle direction on regarde, on a le même rayonnement. Et si nos yeux pouvaient percevoir ce rayonnement micro-ondes, qui est une forme de lumière, qui voyage à la vitesse de la lumière, eh bien, la nuit, le ciel ne serait pas noir, il serait uniformément lumineux dans une couleur spécifique qui serait associée au micro-ondes, si nos yeux pouvaient les capter. Alors, maintenant, si je suis en mouvement dans l'univers, là, il y a un effet Doppler sur la lumière. Donc, l'effet Doppler qu'on connaît dans notre vie de tous les jours, c'est avec le son. Mettons que vous marchez en ville et là, il y a une voiture de police ou il y a une voiture tout court qui s'approche. Quand la voiture s'approche, le son est plus aigu. Quand elle s'éloigne, le son est plus grave. Ça, c'est l'effet Doppler. Le même phénomène s'applique aux ondes lumineuses. Donc, quand on se dirige vers une source, les ondes lumineuses sont contractées. On va dire qu'il y a un décalage vers la couleur bleue, longueur d'onde plus courte. Et à l'inverse, si on s'éloigne d'une source lumineuse, on va dire qu'il y a un décalage vers le rouge, la longueur d'onde est allongée. Et là, ce n'est pas le décalage lié à l'expansion de l'espace. C'est complètement autre chose dont je vous parle. C'est lié au mouvement entre la source et l'observateur. Donc, nous baignons dans ce rayonnement de fond cosmologique et nous sommes en mouvement. La Terre autour du Soleil, le Soleil dans la Voie lactée, bon, etc. De sorte que, quand je vous dis que le rayonnement de fond est uniforme, maintenant, si j'apporte une nuance, ce n'est pas rigoureusement exact. Il y a une direction dans laquelle les longueurs d'onde sont un peu comprimées, puis exactement dans la direction contraire, les longueurs d'onde sont un peu allongées. Ce qui nous permet de dire, voilà quel est le mouvement de la Terre par rapport au rayonnement fossile, au fond diffus cosmologique. Imaginons un observateur théorique qui serait au repos par rapport au fond diffus cosmologique, donc qui ne mesurait aucun décalage, quelque chose de rigoureusement uniforme. Quand on parle de l'âge de l'univers, c'est le temps qui serait mesuré par un tel observateur hypothétique. Et donc, comme nous sommes en mouvement relativement au rayonnement de fond cosmologique, il y aura un effet de dilatation du temps entre nous et cet observateur hypothétique. Mais là, on revient à ce qu'on disait, si la vitesse relative est très petite par rapport à celle de la lumière, l'effet est somme toute petit et même négligeable. Non, mais c'est parce que moi, ce que je vois, les premières questions associées à Eric, ceci devrait sûrement être la base du voyage dans le temps, point d'interrogation. Et toujours Eric, est-ce que des expériences quelconques ont déjà tenté de démontrer ceci? Donc, pour la première question, le voyage dans le temps, oui, mais non. C'est-à-dire que, OK, je vais donner une vraie réponse. Donc,
En fait, nous voyageons continuellement dans le temps, du passé vers le futur, mais à des vitesses différentes en raison de la dilatation du temps. Là, si on avait abordé la relativité générale, il y a aussi la gravitation qui influence le temps. On va parler du ralentissement gravitationnel du temps. Mais ce voyage, il est unidirectionnel, toujours du passé vers le futur. C'est juste le rythme auquel on avance vers le futur qui est relatif. Jusqu'à preuve du contraire, les lois de la physique interdisent le retour vers le passé. Et est-ce que des expériences ont déjà tenté de démontrer ceci? Que j'en connais, c'est concernant la dilatation du temps et le ralentissement gravitationnel du temps lié à la gravité. Ça, c'est relativité générale. Pour la dilatation du temps, là, on a pris des horloges atomiques qui mesurent le temps à 9, 10, 12 décimales de seconde pour aller chercher un effet très petit. On a mis une horloge à bord d'un avion, l'autre au sol. Deux horloges qui ont été synchronisées au préalable. Ça, en avion, fait un petit voyage et revient aux vitesses typiques des avions, donc très petite vitesse par rapport à celle de la lumière, mais à la 9e, 10e décimale de seconde, on voit que l'horloge qui a voyagé est maintenant un petit peu en retard sur l'autre. Est-ce un défaut de fabrication des horloges? On inverse les horloges, on les resynchronise. Maintenant, c'est l'autre horloge qui voyage. Et à nouveau, c'est l'horloge qui a voyagé qui revient un petit peu en retard sur celle qui est restée au sol. Ça, c'est pour la dilatation du temps dont je vous ai parlé ce soir, qui est associée au mouvement. Je fais une parenthèse. Relativité générale. Ralentissement du gravitationnel du temps. Plus on s'approche de la surface d'un astre, plus le temps s'écoule lentement. Donc, nos pieds vieillissent plus lentement que nos têtes. Moi, ma blague, c'est de dire, c'est pour ça que je garde ma montre dans ma poche de pantalon, ça mesure mon temps moyen. Ah, 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 ah. Bon. Mais blague à part, cet effet, il est réel, mais encore une fois, très petit dans ce cas-ci, parce que la Terre est un astre de petite masse. Il faudrait aller sur une étoile à neutrons ou dans l'environnement d'un trou noir pour que ce phénomène devienne significatif. Mais à la surface de la Terre, encore une fois, avec des horloges atomiques qui mesurent le temps à 9-10 décimales de seconde, à ma connaissance, il y a des expériences qui ont été faites où on synchronise deux horloges et ensuite on les met sur deux étages différents et l'horloge sur un étage plus haut avance un petit peu plus rapidement. On remet les horloges au même étage, on les resynchronise, on inverse les rôles et c'est toujours l'horloge plus loin de la Terre qui avance un peu plus rapidement. Ce n'est pas un défaut de fabrication. Donc, il y a sûrement d'autres types d'expériences qui ont été faites, mais là, ça, je ne les connais pas. Mais c'est le genre d'expérience que je pourrais citer. Oui, il y avait aussi le GPS. Les gens, je pense qu'il y a des calculs qui sont refaits aussi pour calibrer les appareils. Oui. Alors, pour le GPS, je ne connais pas les détails des calculs. Je sais que notre récepteur doit recevoir des signaux de 4 satellites simultanément, je crois, pour faire une mesure de position. Et il faut tenir compte du temps, peut-être à cause de la longueur d'onde des signaux des satellites, mais je ne connais pas les détails. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut tenir compte du temps. Et là, on a affaire à deux phénomènes opposés. Parce que par rapport à nous, les satellites sont en mouvement, leur temps s'écoule plus lentement que sur Terre. Ça, c'est la dilatation du temps, relativité restreinte. Le phénomène est très petit aux vitesses impliquées, mais suffisant pour changer les calculs à notre échelle. L'autre phénomène, les satellites sont plus éloignés de la Terre que nous. Donc là, on embarque dans la relativité générale et la gravitation. Et en raison de la gravité, le temps s'écoule plus rapidement à bord des satellites. En raison du mouvement, le temps s'écoule plus lentement. Donc, deux effets contradictoires, mais qui ne s'annulent pas. Donc, dans notre appareil GPS, il faut calculer les deux effets et obtenir la résultante pour faire un calcul de position correctement. Sinon, au lieu d'avoir notre position à plus ou moins 7 mètres, je ne sais pas les données, on aurait notre position à plus ou moins, mettons, 10 km. Genre, vous êtes à l'île de Montréal. Ah, merci. Notez que par rapport à la grandeur de la Terre, c'est très précis comme mesure, mais à l'échelle d'un être humain, ça ne l'est pas. D'où la nécessité de tenir compte à la fois de la relativité restreinte et générale dans le calcul des mesures GPS. Juste pour ajouter là-dessus un petit détail historique, au début de GPS, les militaires américains, ça vient de là, avaient dit hey, la relativité, on s'en fout, on ne veut pas tenir compte de ça. Et ils se sont vite rendus compte, on leur a montré, les gens leur ont montré qu'il fallait absolument tenir compte de la relativité, sinon les GPS ne serviraient à rien du tout.
mais c'est tellement bien connu maintenant qu'on ajuste, on tourne les fréquences des puces qu'on va mettre à bord des satellites parce qu'on sait d'avance quel va être l'effet sur les horloges, l'effet différentiel sur les horloges. Donc, la relativité a des impacts concrets, très concrets, pour le chasseur qui risque de se perdre dans la forêt. Fait que dans le fond, pour compléter, on pourrait dire, merci Michel puis Robert, on pourrait dire que dans le fond, que le GPS, c'est un exemple d'un autre type d'expérience qui vient à chaque jour, à chaque fois qu'on l'utilise, prouver des éléments des deux théories de la relativité, la restreinte et la générale. OK. Est-il possible de se situer géographiquement dans l'univers par rapport à la planète Terre, le lieu où s'est produit le Big Bang? Ah, OK. Premier élément de réponse, laissez-moi finir ma phrase. Nous sommes au centre de la partie observable de l'univers. Nous sommes au centre de ce que nous pouvons observer. Maintenant, nous ne savons pas si l'univers est fini ou infini, quelle est son étendue. Donc, nous ne savons pas ce que la partie observable de l'univers représente par rapport à l'univers entier. Donc, en ce sens, on ne peut pas se situer. Où le Big Bang a-t-il eu lieu? Partout et nulle part à la fois, bien sûr. OK, bon. Présumons que l'univers est la totalité de ce qui existe. Donc, on ne va pas aborder les théories spéculatives de multivers et d'univers parallèles. On sait qu'il y a au moins un univers qui existe. Donc, pour simplifier, présumons que c'est la totalité de ce qui existe. Qu'est-ce qu'il y aurait à l'extérieur de l'univers? Ben, il n'y aurait rien. Ce serait le néant. Mais attention, rien, ça veut dire pas de contenu, pas de matière, pas d'énergie, mais pas de contenant. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de temps qui s'écoule. Il n'y a rien. Et là, moi, je dis que nous sommes aux limites des capacités du cerveau humain à penser le réel. Et si vous me demandez comment quelque chose a-t-il pu émerger dans rien, peut-il évoluer, être en expansion dans rien, je vous dirais que je ne le sais pas. Mais c'est comme ça parce que c'est comme ça. Comme vos parents vous l'ont peut-être dit quand vous étiez petit, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Ha, ha, ha. OK. Donc, le Big Bang, au meilleur des connaissances actuelles, parce que je peux peut-être faire une parenthèse, la physique dans son état actuel n'est pas une théorie complète et achevée, et des notions comme le Big Bang lui-même échappent à notre capacité explicatoire dans l'état actuel de la physique. Entre sceptiques, je n'ai pas besoin de vous expliquer que ça n'implique pas qu'il faut conclure à une intervention surnaturelle. Ça veut juste conclure que nous n'avons pas aujourd'hui d'explication scientifique et que même si nous n'en trouvions jamais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication scientifique. Ça veut juste dire que nous ne l'avons pas trouvée. Bon, précisons. OK. Donc, le Big Bang serait l'émergence de l'univers dans la réalité, à la fois le contenu, mais aussi le contenant. Donc, le Big Bang, ce serait la naissance de l'espace et du temps en même temps que la matière et l'énergie. Donc, c'est la totalité de l'espace qui entre dans l'existence peut-être simultanément en un seul et unique instant au moment du Big Bang et qui est en expansion depuis. Donc, lors du Big Bang, l'univers était beaucoup plus dense ou beaucoup plus petit qu'il l'est aujourd'hui, puisqu'il grandit depuis. Donc, en ce sens, le Big Bang, il a eu lieu partout simultanément parce que c'est tout l'espace qui entre dans l'existence au moment du Big Bang, mais dans un volume beaucoup plus petit, beaucoup plus dense que dans l'état actuel des choses. Le Big Bang a eu lieu partout et le Big Bang a eu lieu nulle part parce que si l'univers est la totalité de ce qui existe, l'univers est entré dans l'existence dans rien, dans le néant. Et je fais du pouce aussi, si je peux me permettre. Il y a Diane qui m'a envoyé un courriel que j'ai lu tantôt avant ma conférence. Et malheureusement, tu soulèves une question très intéressante. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Malheureusement, la science ne permet pas de répondre à cette question. On constate que quelque chose existe et par les observations, la raison, l'imagination, les mathématiques, on cherche à comprendre ce qu'on observe qui existe, mais dire pourquoi quelque chose existe plutôt que rien, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Il y a une deuxième question que je peux rajouter. Pourquoi les choses sont-elles comme elles sont plutôt que d'être différentes? La seule réponse qu'on est capable de donner, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Du moins, dans le cadre de la science.
Là, si on veut sortir dans la philosophie, la métaphysique, les religions, on peut proposer tout plein d'explications, mais là, on n'est plus dans le domaine de la science. Donc, ce sont des explications qu'on ne peut plus valider ou tester scientifiquement. Oui, mais si je peux élaborer sur le même sujet, enfin, élaborer mon questionnement sur le même sujet, j'ai du mal à comprendre pourquoi, puisque la dilatation est homogène partout, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas situer le système solaire ou notre galaxie quelque part par rapport au tout, par rapport à cette dilatation? Est-ce que nous allons plus vers voilà, donc même si l'origine n'est pas un point qui est resté fixe, le point de départ, mais pourquoi est-ce que simplement en disant ben oui, ça s'est expansionné dans tous les sens et on ne sait plus où nous sommes là maintenant? OK. Donc, juste d'abord, utilisons le mot expansion dans le cas de l'espace et dilatation dans le cas du temps, juste pour s'assurer d'utiliser le bon vocabulaire pour éviter de mélanger des concepts différents. Donc, pour l'expansion de l'espace, je reviens, le Big Bang, c'est la naissance de tout l'espace qui est en expansion depuis. Donc, le Big Bang n'a pas eu lieu en un point précis. Il a eu lieu partout, dans tout l'espace, en même temps qu'il gonfle depuis. C'est tout l'espace qui entre dans l'existence lors du Big Bang, mais en étant beaucoup plus petit, contracté qu'à l'époque actuelle. Deuxièmement, pourquoi ne pouvons-nous pas nous situer par rapport au tout? Parce que nous ne connaissons pas le tout. Nous ne savons pas si le tout est infini ou s'il est fini. Et s'il est fini, nous ne connaissons pas son extension physique. Ce que nous connaissons, c'est ce que nous pouvons observer, qu'on appelle la partie observable de l'univers, dont nous occupons le centre, puisque la Terre est notre poste d'observation à partir duquel on observe. Nous sommes au centre de ce que nous pouvons observer. Mais nous ne savons pas ce que la partie observable de l'univers représente par rapport au tout. Donc, d'où notre incapacité à nous situer dans le tout. Donc, finalement, la difficulté de faire une géométrie quelconque de l'univers ou de cet infini ou non infini. On ne peut pas. On sent qu'il y a une dilatation, et que c'est probablement homogène, mais c'est tout. On n'a aucune idée de la forme ou de. OK. Non, pas exactement. Sur le plan théorique. Et là, on entre dans le domaine de la relativité générale, pas la relativité restreinte que j'ai présentée ce soir, mais la relativité générale permet de construire des modèles théoriques du tout avec ce principe qu'on appelle le principe cosmologique. L'univers est globalement homogène, doit avoir la même apparence partout à chaque époque de l'histoire cosmologique. Là, on revient à ce qu'on disait tantôt, le temps cosmologique serait mesuré par cet observateur hypothétique immobile par rapport au fond diffus cosmologique. Bon, donc, sans revenir sur tous les détails, et là, on a la possibilité, en théorie, de développer des modèles où l'univers est infini, des modèles où l'univers est fini et il a différentes formes tout en respectant ce principe d'homogénéité. Et ensuite, avec les observations, on tente du mieux qu'on peut de déduire la géométrie du tout à partir d'observations localisées dans la partie observable de l'univers. Donc, il y a une grande marge d'incertitude dans ce qu'on déduit. Au meilleur de nos connaissances, si vous voulez me donner quelques minutes, on va s'amuser follement. Au meilleur de nos connaissances, puis il y a d'autres éléments qui entrent en considération dans les calculs, d'autres éléments indirects, puis là, je ne pourrais pas vous donner toutes les réponses parce que je les ai déjà vus, mais je n'ai pas tout retenu. Ça peut être très subtil, très complexe. L'univers, globalement, n'aurait pas de courbure. Localement, les étoiles, les planètes, les galaxies créent des courbures dans l'espace-temps localement. Mais globalement, si on néglige toute cette petite courbure locale, globalement, l'espace ne serait pas courbé, ce qui donne deux modèles possibles. Un univers simplement infini ou un univers fini qui serait l'équivalent d'un tore, T-O-R-E. Alors, pour se donner un support visuel, on va imaginer un espace qui n'aurait que deux dimensions, sinon on ne peut pas se donner d'image. Imaginons une feuille carrée à deux dimensions qui représenterait la totalité de l'univers
avec une dimension finie, non infinie. On prend les deux extrémités, droite et gauche. On recourbe la feuille pour connecter les extrémités, on obtient un cylindre. Ensuite, on prend le haut et le bas du cylindre, on recourbe le cylindre pour connecter les extrémités, on obtient, si vous voulez, un pneu, un tore, T-O-R-E, qui est simplement la surface d'un beigne. Dans ce modèle, l'espace n'a que deux dimensions pour avoir le support visuel. Dans ce modèle, l'univers ne serait que la surface du beigne. Tout le volume à l'extérieur de la surface, dans le trou du beigne, puis à l'intérieur du beigne. Ça n'existe pas, c'est le néant. Seule la surface est réelle. Oui, mais l'espace a trois dimensions. Rajoutons une dimension. Dans ce cas, l'univers serait un hypertore, qui serait l'hypersurface à trois dimensions d'un hyperbeigne à quatre dimensions. Là, je parle toujours d'espace. J'ai dit que le temps était aussi une dimension. Bien, si on rajoute le temps, on est rendu à 5 dimensions. Donc, au meilleur de nos connaissances, où l'univers est simplement infini et sans courbure, ou tout en étant sans courbure, il est recourbé et reconnecté à lui-même pour former l'équivalent d'un tore, la surface d'un beigne. Donc, par la théorie, oui, c'est possible de se donner une idée des différentes possibilités de ce que pourrait être l'univers réel. Et ensuite, à partir de différents types d'observations, on extrapole et on essaye de voir dans la réalité quel est le modèle théorique qui correspondrait le mieux à ces observations obtenues dans la réalité. On va prendre tout le reste n'existe pas, quoi. En dehors de cette forme-là, et c'est une sorte de néant ou... Par défaut. Mais très rapidement, chez Michel, tu veux passer à la suite, là, mais juste très rapidement, il n'est pas impossible qu'il existe des univers parallèles. Il n'est pas impossible que nous fassions partie d'un multivers contenant une multiplicité d'univers. Ce sont d'autres théories qui existent. Mais comme il est impossible, jusqu'à preuve du contraire, d'observer quoi que ce soit qui existerait à l'extérieur de l'univers que nous habitons, ces théories demeurent spéculatives. On ne peut pas les prouver ni les réfuter. Alors, pour simplifier le discours, par défaut, on présume que l'univers est la totalité de ce qui existe, mais ce n'est qu'une présomption, ce n'est pas une certitude. Oui? Une question, j'aimerais que tu élabores sur le fait que la matière est composée d'énergie solidifiée. Aussi, est-ce correct d'affirmer que toute énergie électromagnétique est composée de photons, qu'ils soient visibles ou non? Énergie solidifiée, je dirais que c'est une métaphore, mais qui est acceptable, tout à fait. Puis, oui, le rayonnement électromagnétique étant synonyme de lumière, tout rayonnement électromagnétique est constitué de particules nommées photons, dont seule une petite gamme est visible, l'arc-en-ciel du rouge au violet. Et le reste, ce sont des photons qui voyagent à la lumière, la vitesse de la lumière, mais que nos yeux ne détectent pas. Donc, ultraviolet, rayons X, rayons gamma vers les plus énergétiques et moins énergétiques, infrarouge, micro-ondes, ondes radio.